J'ai 83 ans et je vis seule depuis que Vincent est mort il y a 15 ans. 46 ans de mariage et puis, comme ça, c'était moi, une tasse à café, une brosse à dents, un côté du lit qui ne s'est plus jamais réchauffé. Les gens ne m'ont pas laissé le temps de faire mon deuil avant de commencer à décider ce que mon deuil signifiait. Ils ont dit: Maman, tu vas être seule. Ils ont dit: Laura, tu ne peux pas rester dans cette maison toute seule. Ils ont dit: Ce n'est pas sûr. Ils le disaient avec amour parfois. Ils le disaient avec irritation d'autres fois, comme si je faisais exprès d'être difficile. Et voici ma confession. La chose que je ne suis pas censée dire à voix haute. Je n'étais pas seule comme ils continuaient à le prédire. J'étais terrifiée, j'étais humiliée, j'étais en colère contre mon propre corps. Mais je n'étais pas seule de la manière simple que les gens imaginent quand ils imaginent une vieille femme seule. Et regarde, ça m'a embrouillée au début, parce que le monde agit comme si être seule était automatiquement une tragédie. Comme si tu n'es pas entouré de bruit et de compagnie, tu dois être en train de t'effondrer. Honnêtement, j'ai commencé à me demander si quelque chose n'allait pas chez moi, si j'étais devenue froide, si j'avais cessé d'avoir besoin des gens. Mais ensuite, j'ai vécu quelque chose qui m'a forcé à séparer seul de en danger et silencieux de oublier. Et j'ai appris 5 choses qui m'ont tenue stable, 5 choses qui m'ont aidé à vivre seule avec dignité, même après le pire jour de ma vie. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant que je continue. Je ne te dis pas ça comme une liste joyeuse d'astuces de style de vie. Je te dis ça comme une vieille veuve qui a été mise à terre par une chute, à qui ses propres enfants ont parlé de haut, qui s'est assise dans une chambre de maison de retraite avec un bracelet en papier au poignet et a compris, très clairement, que l'indépendance peut être retirée en un seul après-midi si tu ne la protèges pas. Donc, je vais te donner mes 5 conseils, mais je vais aussi te dire ce qu'ils m'ont coûté à apprendre, parce qu'ils n'étaient pas gratuits. La première chose que j'ai apprise, c'est que seul et solitaire, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Laisse-moi expliquer. Je peux être seule à ma table de cuisine avec la radio basse et me sentir bien. Je peux être entourée de gens, mes enfants, leurs conjoints, les petits-enfants qui courent dans la maison, et me sentir complètement invisible. La solitude ne concerne pas des corps dans une pièce. La solitude concerne le fait que je me sente connue, que je me sente appréciée, que quelqu'un me regarde comme si j'étais encore Laura Grace, pas une situation. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'était à quel point souvent je me rendais solitaire en poursuivant le mauvais genre de connexion. Après la mort de Vincent, j'appelais mes enfants trop souvent. Je n'en suis pas fière. J'appelais David et je laissais un message vocal, puis j'appelais Linda, puis j'appelais Sarah. Parfois j'appelais et je raccrochais avant que ça sonne jusqu'au bout parce que je ne voulais pas avoir l'air dans le besoin, et puis je rappelais quand même parce que je ne supportais pas le silence. Je me disais que je restais proche de la famille, mais je les utilisais comme un médicament contre l'anxiété. Et quand ils ne répondaient pas assez vite, je me sentais rejetée. Quand ils répondaient, je parlais trop longtemps, je posais trop de questions. Je donnais des conseils qu'ils n'avaient pas demandés. J'essayais de forcer la proximité, et ça faisait l'inverse. Tu sais ce qui m'a le plus surprise? Quand j'ai enfin arrêté de poursuivre un contact constant, je me suis sentie moins solitaire, parce que mon cœur n'était pas secoué dans tous les sens par chaque appel manqué. Ces jours-ci, je parle à ma petite fille Claire quelques fois par semaine, d'habitude vite fait. Je parle à Linda le dimanche si elle est d'humeur, et si elle ne l'est pas, je ne la punis pas pour ça. J'ai appris à prendre la connexion qui est réelle,
pas à exiger la connexion que j'imagine qu'on me doit. Voilà le truc. Si je suis seule et satisfaite, ça compte. Si je suis seule et triste, ça ne veut pas dire que j'ai échoué, ça veut dire que je suis humaine. Mais je refuse de laisser qui que ce soit me dire qu'une vie calme est automatiquement une vie brisée. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que si je ne construis pas une routine, mes journées se retournent contre moi. Quand Vincent était vivant, la journée avait une forme parce que lui avait une forme. Il se levait tôt, il aimait le petit déjeuner à la même heure, il aimait les infos en fond, il aimait dîner avant la nuit. Je m'alignais sur lui sans y penser. Quand il est parti, je pensais que la liberté ressemblerait à un soulagement. À la place, les jours se sont brouillés. Je levai les yeux et je réalisais qu'il était 14 heures et que j'étais encore en robe de chambre et que ma bouche avait un goût de rien parce que je n'avais pas mangé. Ce n'est pas la paix, c'est la dérive. Alors j'ai commencé à faire une routine simple. Je me lève à la même heure la plupart des matins, je pose mes pieds par terre et je m'assois là un moment avant de me lever, parce que je ne suis plus stupide avec l'équilibre. Je fais du thé, la même tasse, j'ouvre les rideaux. Je regarde la météo comme si ça comptait, parce que ça compte. Si c'est verglacé, je prévois autrement. S'il pleut, je ne me force pas à être héroïque. Je lis un peu. Je mange quelque chose avec des protéines parce que mon médecin me l'a dit et j'ai réellement écouté pour une fois. Ensuite, je fais une petite tâche qui prouve que je dirige encore ma vie. Une lessive, un tiroir vidé, un appel téléphonique que j'évite. Rien de grand, juste assez pour dire « c'est une vraie journée ». Fais attention à ce détail parce que ça va compter plus tard. Ma routine inclut de poser mon téléphone au même endroit à chaque fois. Toujours. Sur le plan de travail de la cuisine quand je cuisine. Sur la table d'appoint quand je suis assise. Sur la table de chevet quand je dors. Je ne le jette pas sur le canapé. Je ne le laisse pas dans la salle de bain. Parce qu'une erreur avec ce téléphone a failli me coûter la vie. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que j'ai besoin de quelque chose qui a besoin de moi. Les gens entendent ça et ils pensent que je veux dire un animal de compagnie. Je ne suis pas contre les animaux de compagnie. Vincent aimait les animaux. Je n'en ai juste jamais voulu dans la maison après lui. Je ne voulais pas la responsabilité et le chagrin de perdre un autre être vivant. C'était ma vérité honnête. Donc, mon quelque chose qui a besoin de moi est devenu plus petit. C'est devenu mes plantes. C'est devenu le petit pot de basilic sur le rebord de la fenêtre qui se fane si je l'ignore. C'est devenu la mangeoire à oiseaux que je peux voir depuis mon fauteuil. C'est devenu ma liste. Oui, je tiens une liste. J'écris quels oiseaux se montrent, j'écris la date, j'écris l'heure, j'écris de petites notes idiotes comme « deux pinsons qui se battent encore » ou « pique culotté comme pas possible ». Et si tu penses que ça a l'air ridicule, tu peux le penser. Mais ça me donne quelque chose à remarquer. Ça me tire hors de ma tête. Parce que quand tu vis seul, ton esprit peut devenir un mauvais quartier. J'ai vécu assez longtemps pour le savoir. Mon esprit peut rejouer des regrets comme une station de radio. Il peut ressortir des humiliations d'il y a 40 ans comme si elles s'étaient produites hier. Il peut me dire que je suis un fardeau. Il peut me dire que je suis inutile. Il peut me dire que personne ne remarquerait si je disparaissais. Et c'est là que l'histoire devient lourde. Le jour où je suis tombée, celui qui m'a laissé par terre pendant 11 heures, je n'ai pas seulement ressenti de la douleur. J'ai senti mon esprit essayer de me tuer avec le désespoir. Je me souviens avoir regardé le dessous de ma table basse et m'être dit « Alors c'est ça, c'est comme ça que ça se termine. Pas avec du drame, avec des moutons de poussière. » J'ai essayé de rire et c'est sorti comme une toux. Je voulais pleurer et mes yeux sont restés secs parce que j'étais trop choquée.
J'ai écouté pour entendre une voiture dehors. J'ai écouté pour entendre la porte d'un voisin. J'ai écouté pour tout signe que le monde savait que j'étais là. Mon téléphone a sonné une fois. Je ne pouvais pas l'atteindre. Je l'ai entendu s'arrêter. Puis rien. Et ensuite j'ai commencé à marchander avec moi-même. Si tu te lèves, tu ne te plaindras plus jamais. Si tu te lèves, tu feras de l'exercice. Si tu te lèves, tu arrêteras d'être têtu. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai finalement été trouvée et que j'ai été remise en état et que j'ai eu ce regard du secouriste, le regard qui dit « Madame, ce n'est pas sûr », j'ai réalisé quelque chose de simple. J'avais besoin de raisons de sortir du lit qui n'étaient pas seulement « je devrais ». J'avais besoin de petites choses vivantes et de petites responsabilités qui me rattachaient à la journée. Après cette nuit-là, j'ai commencé à faire attention à ce qui m'aidait à rester présente. Les oiseaux aidaient, les plantes aidaient, même plier une serviette aidait. Quelque chose qui avait besoin de moi, même un peu, m'empêchait de me dissoudre. La quatrième chose que j'ai apprise, c'est d'être exigeante avec les gens. Ça a l'air dur, ça ne l'est pas. C'est du respect de soi. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'être sociable signifiait être disponible. J'allais à des choses que je n'aimais pas, je parlais à des gens qui me vidaient, je souriais pendant des conversations qui me faisaient me sentir petite parce que je ne voulais pas avoir l'air impoli. Maintenant, non. Quand tu vis seul, tu n'as pas une énergie sociale infinie. Tu as ce que tu as. Et si tu la gaspilles dans du bruit, il ne t'en restera plus pour les gens qui comptent vraiment. J'ai un petit cercle. J'ai une voisine qui s'appelle Hélène, qui est proche de mon âge et ne me traite pas comme une enfant. J'ai une amie d'église, Margaret, qui s'assoit avec moi et parle de choses réelles sans essayer de me réparer. J'ai Claire, qui arrive parfois avec des courses et ne me fait pas sentir que je suis en train d'être auditée. C'est suffisant. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'était qu'un petit cercle n'est pas un échec. C'est un choix. C'est de la qualité. C'est ne pas avoir à jouer un rôle. Parce que certaines personnes viendront dans mon espace et agiront comme si elles me rendaient service juste en me tolérant. Elles parleront trop fort, comme si j'étais dure d'oreille alors que je ne le suis pas. Elles commenteront ma maison comme si c'était un musée de vieilles erreurs. Elles poseront des questions qui sont en réalité des accusations. Tu as pris tes médicaments? Tu as mangé? Tu es sûr de pouvoir gérer ça? Et écoute, parfois ces questions viennent de l'inquiétude, mais parfois elles viennent du contrôle. J'ai appris à faire la différence. Quand mes enfants ont essayé de me mettre à Meadowbrook après la chute, ils ne me demandaient pas ce que je voulais. Ils me disaient ce qu'ils avaient décidé. David a dit « Maman, c'est pour le mieux ». Linda a dit « Tu ne peux pas contester les faits ». Emma a pleuré. Sarah a hoché la tête comme si elle l'avait répété. Michael est resté silencieux. Je me souviens avoir dit, très calmement, « Je suis encore celle qui vit cette vie. » Et David a dit, « Tu n'es pas raisonnable. » Attends, ça empire. À Meadowbrook, j'ai regardé des aides parler par-dessus moi, comme si je n'étais pas là. J'ai regardé une femme dans le couloir appeler à l'aide et être ignorée jusqu'à ce qu'elle cesse d'appeler. J'ai regardé un plateau de nourriture froide être posé comme si on nourrissait un animal. Je n'exagère pas. J'y étais. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Je n'avais pas ma place là-bas. Pas parce que je suis meilleure que quiconque, parce que je n'avais pas fini de vivre ma propre vie. Alors je suis devenue exigeante. Je suis devenue protectrice. J'ai arrêté de donner mon temps à des gens qui voulaient me gérer au lieu de me connaître. Après ce mois-là,
J'ai commencé à écrire de petites règles pour moi-même. Pas des citations inspirantes, des règles, comme pas de tapis, comme chaussures avant de me lever, comme téléphone à portée de main, comme si je me sens étourdi, je m'assois. Je les ai écrites parce que je ne faisais plus confiance à mon orgueil. Je ne pensais pas que quelqu'un verrait jamais ces notes. Je les gardais dans un tiroir. Je ne le savais pas à l'époque, mais Claire les a trouvées des mois plus tard quand elle cherchait un timbre. Elle s'est assise à ma table et a dit « Mamie, d'autres femmes ont besoin de ça ». C'est elle qui m'a aidé à le mettre en ligne. Elle l'a appelé le guide définitif de la liberté. Ça me fait toujours bizarre, honnêtement. Mais je te le dis maintenant pour que tu comprennes d'où ça vient. Ça vient de la peur, ça vient de l'humiliation, ça vient de moi qui refuse de partir en silence. La cinquième chose que j'ai apprise, et c'est la grande, c'est que je dois vraiment m'aimer. Parce que quand je vis seule, je suis avec moi-même toute la journée. Il n'y a pas d'échappatoire dans l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de distraction constante. C'est juste moi, mes pensées, mes habitudes, mes choix. Si je détestais ma propre compagnie, je serais misérable peu importe combien de personnes viendraient. Et ça m'a pris des années. J'ai passé trop de temps à me comparer à des femmes qui semblaient plus occupées, plus bruyantes, plus sociales. Je me disais que j'étais ennuyeuse. Je me disais que je devrais rejoindre plus de groupes. Je me disais que je devrais vouloir plus de compagnie. Mais voilà le truc. Je devrais est un mot cruel quand on est vieille. Ça vient toujours de l'idée de quelqu'un d'autre d'une bonne vie. J'aime les matins calmes. J'aime lire les pieds en l'air. J'aime dîner quand j'ai vraiment faim, pas quand quelqu'un d'autre s'y attend. J'aime me coucher tôt. J'aime mes petites routines. J'aime ma solitude quand elle est choisie. Et Vincent me manque aussi. Il me manque tous les jours. Le son de lui dans la salle de bain en train de se raser me manque. Le fait qu'il s'éclaircisse la gorge avant de raconter une blague me manque. Le fait qu'il dise mon nom comme si c'était un endroit sûr me manque. Il y a une sensation de chaise vide qui ne s'en va jamais. Mais le manque de quelqu'un n'est pas la même chose qu'être solitaire. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'était que le deuil peut vivre à côté du contentement. Je peux être triste qu'il soit parti et être quand même fière de tenir sur mes deux pieds. Je peux pleurer dans la cuisine et faire quand même mon thé. Je peux sentir la douleur et me sentir quand même libre. Donc, si tu vis seul et que tu as du mal, je veux que tu te poses une question, et je veux que tu sois honnête. Es-tu solitaire parce que tu n'as vraiment pas de connexion qui compte? Ou es-tu solitaire parce que tu penses que tu es censé être solitaire? Ce sont des problèmes différents. L'un a besoin de connexion. L'autre a besoin de permission. Maintenant, je vais finir ça comme je le fais toujours, simplement. Un de mes enfants m'a appelé la semaine dernière et a dit « Maman, les gens te regardent, ils parlent, tu fais passer la famille pour mauvaise. » Et j'ai dit « Bien, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. » Mais après avoir raccroché, je me suis assise ici et j'ai pensé à retirer mon livre. J'ai 83 ans, je ne suis pas une vendeuse. Je suis une veuve avec une cicatrice à la hanche et un côté têtu qui me garde dans ma propre maison. J'ai encore honte que le guide définitif de la liberté existe tout court. Mais je sais aussi ce que ça a fait pour des femmes qui se sentaient piégées et honteuses et effrayées comme je me sentais sur ce sol. Alors je vais te le dire directement. Le lien vers le guide définitif de la liberté est dans le commentaire épinglé. Je pourrais bientôt le retirer, parce que je perds mon courage et parce que mon fils continue à me mettre la pression. Donc si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui t'a touché, clique maintenant, n'attends pas. Et si mon histoire a mis des mots sur quelque chose que tu portais, laisse un like. Ça me dit de continuer quand je suis tentée de me taire.
Je lis chaque commentaire que tu laisses, chacun. Si tu vis seul et que les gens continuent à agir comme si c'était une tragédie, dis-moi ce qu'ils te disent. Je suis là. Abonne-toi si tu veux continuer à parler. Chaque semaine, je m'assois à cette table et je te dis la vérité, parce que quelqu'un doit le faire, et parce que je sais que je ne suis pas la seule femme à le vivre.